Est-ce que vous saviez que l'un des meilleurs films de Steven Spielberg n'était pas vraiment de Steven Spielberg et que malgré ça, c'est un de ses films les plus personnels parce qu'il l'a fait pour quelqu'un d'autre? On va parler du film de robot AI, Intelligence Artificielle, et son histoire un peu incroyable et magique. Je suis un petit garçon. Tu es un vrai petit garçon. En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un. À quel film vous pensez si je vous dis Steven Spielberg et science-fiction? Probablement E.T. l'extraterrestre, Rencontre du troisième type, Minority Report, La guerre des mondes, et il y aura probablement un titre en fin de liste, AI, Intelligence Artificielle. C'est l'un de ces films les moins populaires, les moins aimés, les moins compris, et c'est peut-être parce que ce n'est pas vraiment son film, en tout cas ce n'est pas juste le sien. Sorti en 2001, entre Il faut sauver le soldat Ryan et Minority Report, AI, Intelligence Artificielle est également l'un des rares films que l'on peut qualifier d'échec dans la carrière de Spielberg. Du moins au box-office, parce qu'en réalité c'est l'une de ses œuvres les plus importantes et personnelles. Son histoire est tellement étrange et spéciale qu'on peut dire que c'est peut-être le seul film qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, mais pas n'importe qui, pour Stanley Kubrick, le célèbre réalisateur de Shining, Orange Mécanique et 2001, l'Odyssée de l'espace. Et pour comprendre comment ces deux géants du 7e art ont pu quasiment co-réaliser un film grâce à la magie du cinéma et au-delà du temps et de la mort, il faut retracer toute l'histoire incroyable de AI. Cette histoire qui s'étale sur une vingtaine d'années est pleine de coïncidences un peu magiques. Rien que l'année de sortie, AI est arrivé en 2001 comme pour rendre un dernier hommage au réalisateur de l'Odyssée de l'espace décédé juste avant la sortie de Eyes Wide Shut en 1999. Mais tout ça a commencé beaucoup plus tôt, au tout début des années 80 pour être exact. Et à chaque fois que le film a failli se faire, Spielberg était quasiment toujours là, quelque part, d'une manière ou d'une autre, un peu comme si son destin était lié à celui de ce projet faramineux rêvé au départ par Stanley Kubrick et qui n'aurait pas pu exister sans Steven Spielberg. Ou pour le dire autrement, AI est en quelque sorte le bébé de Kubrick et Spielberg. Et si vous voulez aider le bébé écran large à grandir pour qu'on reste un média libre et indépendant avec nos critiques, nos news, nos analyses, nos vidéos et nos podcasts, vous pouvez nous soutenir. Ça passe par un abonnement qui vous donne accès chaque semaine à des contenus exclusifs et le lien est dans la description de la vidéo. À la fin des années 70, Stanley Kubrick a déjà réalisé Le baiser du tueur, Les sentiers de la gloire, Dr. Folamour, 2001, l'Odyssée de l'espace et Orange Mécanique, et il a tourné Shining en 1978. Le premier Star Wars est sorti en 1977 pour devenir le phénomène qu'on connaît et ça l'a beaucoup marqué. Fasciné par ce succès incroyable qu'il avait envie de reproduire mais avec un meilleur film parce qu'il n'était pas très fan de Star Wars, il se met alors en quête d'une nouvelle histoire de science-fiction et il va la chercher du côté de l'écrivain Brian Aldiss et s'intéresse de près à l'une de ses nouvelles, Les Super Toys, dure tout l'été, publié en 1969. Le livre se déroule dans un monde où la natalité est contrôlée et où les autorités délivrent des permis de faire un enfant. On suit l'histoire d'un petit garçon nommé David et de son ours en peluche robot nommé Teddy. David a une relation compliquée avec sa mère dont il a du mal à ressentir l'amour. Et à la fin de l'histoire, on découvre que David est un enfant robot, ce dont lui-même n'a pas conscience. Lorsque ses parents ont enfin l'autorisation de faire un enfant, il renvoie David à l'usine. Comme souvent, Kubrick travaille dans son coin, secrètement, mais en 1984, il décide d'en parler à quelqu'un. Steven Spielberg. Kubrick a alors 57 ans et Spielberg un peu moins de 40 ans, mais il a déjà réalisé Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, Les Aventuriers de l'Arche perdue et E.T. l'extraterrestre. Là vous vous dites peut-être que c'était tout à fait normal parce qu'ils étaient forcément copains comme cochons, eh bien pas vraiment, parce que Spielberg raconte que ce moment a été un tournant dans leur relation, parce que même s'ils se connaissaient depuis 1979, c'était la première fois que Kubrick lui faisait à ce point confiance. Il ne lui avait rien partagé sur Full Metal Jacket et Shining et leur dynamique c'était plutôt Spielberg qui racontait plein de choses sur ses projets, lui montrer ses films, demander son avis, et Kubrick qui écoutait, répondait et discutait avec lui notamment de l'industrie et du box-office, sujet qui le passionnait. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, Kubrick a apparemment abandonné son projet d'adaptation du roman Une éducation polonaise sur des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale à cause, entre guillemets, de la liste de Schindler qu'il avait demandé à voir le plus tôt possible et qu'il avait tellement aimé qu'il ne voulait pas passer après. Pour se rendre compte de l'importance de cette discussion sur AI en 1984, il faut avoir en tête que les deux cinéastes ont été amis pendant 20 ans, ils se sont beaucoup parlé au téléphone, mais en réalité, ils se sont vus seulement une douzaine de fois apparemment. Bref, cette discussion a été mémorable pour Spielberg. Non seulement il a dit à Kubrick que c'était la plus belle histoire qu'il ait jamais racontée, mais en plus, pour la première fois, Kubrick lui ouvrait son cœur d'une certaine manière. C'est ça qui l'a bouleversé et c'est pour ça que le projet a été si important pour lui une quinzaine d'années plus tard, à un moment tragique. Si Kubrick a parlé à Spielberg dans les années 80, c'était aussi parce qu'il avait un problème, les effets visuels et les effets spéciaux. Des choses que le réalisateur de E.T., Indiana Jones et Rencontre du troisième type maîtrisait déjà très bien. En 1985, le budget prévisionnel de AI était de 65 millions de dollars et c'est un chiffre absolument énorme à l'époque. Pour s'en rendre compte, ça aurait été plus cher qu'un James Bond, que les suites de Retour vers le futur ou que l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Malgré ses ambitions démesurées, Kubrick était soutenu par le studio Warner Bros avec qui il avait déjà fait Barry Lyndon et qui sera d'ailleurs derrière
son ultime film Eyes Wide Shut. Et il avait bien besoin de leur confiance puisque le développement de AI a été long et laborieux. Kubrick cherchait quelqu'un pour l'aider à construire l'histoire à partir de la nouvelle et ça n'a pas été de tout repos. Il a d'abord essayé avec l'auteur de la nouvelle en question, Brian Aldiss, qui avait de gros doutes sur le potentiel de son histoire, vu les ambitions de grande aventure de science-fiction que le cinéaste avait en tête. Ils ont travaillé ensemble à la fin des années 70 et au début des années 80, jusqu'à ce que Kubrick le vire. Il l'a rappelé en 1990 apparemment parce que E.T. de Steven Spielberg l'avait beaucoup inspiré, mais il l'a encore viré. Bref, ça ne s'est pas très bien passé entre eux, et l'écrivain en garde un souvenir un peu amer. Parmi les raisons des désaccords, Brian Aldiss n'était pas du tout intéressé par la grande échelle du récit, la catastrophe écologique et le triomphe des robots sur l'humanité. Et il détestait l'idée de cette fée bleue. Kubrick a ensuite engagé l'écrivain Bob Shaw, mais ça n'a pas marché très longtemps. Il a ensuite essayé avec l'écrivain Arthur C. Clarke, le célèbre écrivain de 2001 L'Odyssée de l'espace, mais n'était absolument pas d'accord sur la vision de l'histoire. Il y a une personne avec qui ça a bien marché malgré les attentes et méthodes assez spéciales de Kubrick. C'est l'écrivain Ian Watson qui se trouvait être l'ennemi juré de Brian Aldiss. De mai 90 à janvier 91, Ian Watson est devenu l'esclave de l'esprit de Kubrick selon ses propres mots. Il lui parlait au téléphone, lui envoyait des textes par fax, allait le voir dans son gigantesque manoir au nord de Londres, et durant ses longues sessions de travail plus ou moins chaotiques, Kubrick a évoqué quelques idées abandonnées. Et si Teddy avait une poche de kangourou pour transporter des objets? Et si les robots se retrouvaient tous dans un bar? C'est là que le personnage de Gigolo Joe, incarné dans le film par Jude Law, est arrivé. Kubrick voulait une sorte de G.I. Joe pour accompagner les personnages de David et Teddy, et Watson a proposé un gigolo robot. Réponse de Kubrick apparemment, je pense qu'on vient de perdre le public des gamins, mais on s'en fout. Après ça, et même si l'histoire avait commencé à prendre forme, le projet a traîné. Kubrick a avancé sur Eyes Wide Shut, est revenu sur AI, et reparti sur Eyes Wide Shut, mais pourtant en 1993, AI était officiellement annoncé comme son prochain film dans la presse américaine. En 1994, les choses semblaient même s'accélérer. Il a engagé l'artiste Chris Baker, alias Fangorn, pour dessiner des centaines de concept art. Il a aussi engagé l'écrivaine Sarah Maitland, dont lui avait parlé Spielberg, pour consolider l'intrigue qui partait dans tous les sens et développer l'aspect mythologique de ce conte de fées futuriste. Ensemble, ils ont notamment développé le personnage de la mère qui était alors devenue alcoolique. Et au final, ils n'étaient pas d'accord sur la manière de conclure l'histoire. Sarah Maitland voulait que ça se termine au moment où David retrouve sa mère, recréée par les robots du futur à partir de sa mémoire, mais Kubrick voulait absolument qu'il y ait cette idée d'une résurrection magique d'une journée seulement, où David voit son rêve exaucé tout en observant sa mère disparaître définitivement, encore une fois. Une idée que Sarah Maitland détestait. C'est aussi à cette époque que Stanley Kubrick a fait tourner des images dans la mer du Nord en imaginant qu'il allait numériquement effacer les plateformes pétrolières pour incruster le décor de son New York futuriste et à moitié noyé. Il imaginait même pouvoir faire fabriquer un robot qui pourrait jouer le premier rôle avec l'apparence d'un enfant, exactement comme dans l'histoire du film. L'artiste Chris Cunningham a travaillé dessus pendant 1 an, mais le résultat était apparemment absolument désastreux. Et c'est ça qui a coincé en réalité. Kubrick a compris qu'il avait besoin d'effets visuels hors normes pour concrétiser ses rêves de robot, et il pensait que la technologie n'existait pas encore. Donc il a préféré attendre quelques années, encore une fois. Et c'est là que Spielberg a joué un rôle capital sans même le savoir au départ, parce que c'est après avoir vu Jurassic Park que Kubrick a décidé que la technologie était enfin prête pour AI. Il a alors discuté avec ILM, la boîte d'effets visuels créée par George Lucas en 1975, et qui a mis au point ces incroyables dinosaures de Jurassic Park. Et ils ont commencé à réfléchir à diverses idées pour ce monde futuriste au bord de l'apocalypse, et surtout à David, l'enfant robot, au centre de l'histoire de AI. Ils ont même commencé des tests puis fait signer un contrat à Joseph Mazzello, le petit Tim de Jurassic Park, qui avait alors une dizaine d'années, l'âge idéal pour David, et cette idée de casting représentait encore un autre lien avec Steven Spielberg. Mais l'impact de Jurassic Park sur Stanley Kubrick a en réalité été encore plus énorme. À l'époque, il a demandé à Spielberg de venir le voir en Angleterre pour lui parler de quelque chose de vive voix. 2 jours plus tard, Spielberg était assis dans la cuisine de Kubrick, qui lui a alors proposé quelque chose de complètement fou et inattendu. Pourquoi tu réaliserais pas AI et moi je le produis? Il lui a demandé d'imaginer le carton-titre, une production Stanley Kubrick, un film de Steven Spielberg, La rencontre des titans. Pour le convaincre, il lui a montré tous les croquis, les storyboards, le traitement, tout ce qu'il avait accompli jusque-là, et il lui a demandé d'y réfléchir. Kubrick et Spielberg partageaient un amour immense pour l'histoire de Pinocchio. Spielberg aime tellement Pinocchio qu'il a failli caler la chanson de Jiminy Cricket, Quand on prit la bonne étoile, sur le générique de fin de Rencontre du troisième type, et Kubrick a toujours présenté AI comme Pinocchio vers son robot. Sarah Maitland, qui a participé à l'écriture de AI dans les années 80, a même dit que Kubrick parlait toujours de ce projet comme Pinocchio et jamais comme AI. D'ailleurs, le titre AI est arrivé assez tard, dans les années 90, et peut-être que ça a un rapport avec E.T. Kubrick était très parano, donc il a demandé à Spielberg d'installer un fax sécurisé dans sa chambre afin de lui envoyer des idées de scènes, de plans à n'importe quelle heure et dans des quantités astronomiques. Et il lui a aussi demandé de détruire les papiers une fois qu'il les a lus par sécurité. Au bout de 2 jours, la femme de Steven Spielberg a banni le fax de la chambre et l'a envoyé dans le bureau au rez-de-chaussée, et Spielberg raconte un peu en rigolant qu'il ne l'a jamais avoué à Kubrick. Au final, après 2 mois
mois de discussion autour des centaines de storyboards et du traitement de 90 pages, avec même un coup de fil de 8 heures à un moment apparemment, Spielberg a décidé et il s'est désisté. Alors que tout se met en place avec le studio Warner Bros., il ne pouvait pas se résoudre à faire AI. Déjà parce que Kubrick lui envoyait tellement d'idées, notamment des indications précises sur où placer la caméra, que c'était évident qu'il avait déjà le film en tête. Mais aussi, surtout parce que Kubrick lui avait souvent dit qu'il ne comprenait pas comment faire un grand film commercial, et Spielberg voyait dans AI son film le plus grand public, justement. Le faire, c'est en quelque sorte lui voler ce succès en puissance, et ça, il ne pouvait pas le faire. Kubrick a compris, ou en tout cas il a accepté cette décision. Il a repoussé AI à plus tard encore une fois, et il s'est lancé dans la production hallucinante de Eyes Wide Shut, dont le tournage s'est étalé sur près de 2 ans, de novembre 96 à juin 98. En mars 1999, il a montré Eyes Wide Shut terminé à Tom Cruise, Nicole Kidman et les boss du studio Warner Bros. Et 6 jours après, il est mort, le 7 mars 1999. L'histoire aurait pu s'arrêter là, AI aurait pu disparaître avec Stanley Kubrick, mais ce n'était pas ce que voulait sa femme Christiane Kubrick et son beau-frère Jan Harlan, qui avait aussi été producteur sur Orange Mécanique, Barry Lyndon ou encore Eyes Wide Shut. Quelques mois après la disparition du réalisateur, ils ont contacté Warner Bros avec une idée, faire AI avec Steven Spielberg, et ils ont appelé Steven Spielberg pour lui demander s'il avait envie. C'est là qu'on peut imaginer toute l'émotion de Steven Spielberg quand AI revient dans sa vie en 1999, une quinzaine d'années après cette discussion où Kubrick lui en avait parlé pour la première fois, et quelques années après la proposition de le réaliser. Il a dit oui pour 2 raisons. Parce qu'il trouvait l'histoire magnifique et parce qu'il voulait évidemment honorer Kubrick. Et aussi peut-être parce qu'il croyait un peu aux signes et là, il y avait un curieux alignement des étoiles. Quand Kubrick meurt après avoir terminé Eyes Wide Shut avec Tom Cruise et Nicole Kidman, Spielberg est en pleine préparation de Minority Report avec Tom Cruise, qui vient de le prévenir qu'il faut repousser le tournage parce que celui de Mission Impossible 2 se prolonge. À cause de Tom Cruise, Spielberg se retrouve avec un peu de temps libre, comme pour laisser une fenêtre à AI. Début 2000, Spielberg a une petite hésitation parce qu'il avait l'opportunité de réaliser notamment le premier Harry Potter ou Mémoire d'une geisha, parmi plein d'autres projets, mais lui et son équipe ont décidé de mettre AI en priorité, repoussant encore un peu Minority Report. Si à ce stade votre petit cœur ne vibre toujours pas en pensant au développement de ce projet, voici un nouvel élément. Spielberg a décidé d'écrire lui-même le scénario de AI tout seul. Ça faisait alors plus de 20 ans qu'il n'avait pas fait ça depuis Rencontre du troisième type en 1977. Et c'est suffisamment rare pour être relevé puisque, hormis ses courts-métrages, Spielberg a été scénariste sur son tout premier film, Firelight en 1964, et The Fabelmans en 2022 qu'il a coécrit. Ça montre bien à quel point AI n'était pas pour lui un film comme les autres. C'était une affaire personnelle, une affaire intime. Il pensait que rajouter une autre personne pour écrire le scénario allait rajouter un risque de perdre la pureté des idées de Kubrick. Il préférait être seul responsable. Et c'est aussi pour ça que le film a été fait très vite. 16 mois après la mort de Kubrick, le tournage commençait. Alors ça peut sembler long, mais à Hollywood, avec un film de cette trempe, avec une telle équipe, c'est rapide. A noter que Spielberg a tout de même recontacté Brian Aldiss, l'auteur de la nouvelle originale, qui avait entre-temps écrit la suite, Les Super Toys, quand arrive l'hiver. L'écrivain lui a écrit une lettre pour suggérer quelques pistes d'adaptation, et Spielberg lui a acheté les droits des Super Toys et d'une phrase dans cette lettre pour un montant très généreux apparemment. Évidemment, toute cette préparation n'a pas été simple pour Spielberg. Il raconte qu'il avait l'impression d'écrire sous le regard d'un fantôme, et il comparait ce travail à celui d'un archéologue qui met à jour des morceaux de civilisation. Mais il a surtout compris une chose, il avait besoin d'être irrespectueux, pour ainsi dire, de désobéir pour raconter son histoire à sa manière en écoutant son cœur. C'était d'autant plus nécessaire que Kubrick avait laissé un scénario incomplet. Il y avait en gros le début, la fin, mais pas le milieu. Spielberg avait des fragments d'idées, de rêves, d'images, et il a essayé de réassembler les morceaux du puzzle tout en se l'appropriant. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a failli ajouter un numéro de comédie musicale avec David et Gigolo Joe quand ils arrivent à Rouge City. J'en profite ici pour mentionner 2 scènes absentes du film. La première, coupée avant le tournage pour des raisons de budget, montrait Joe et David qui faisaient du stop et tombaient sur un autre animal robot, et la deuxième, tournée mais coupée au montage, était une scène de concert avec l'actrice Catherine Morris dans le rôle d'une rockeuse pendant la Flèche Fer. On peut apercevoir le personnage vite fait dans le montage final. La productrice Bonnie Curtis, qui connaît bien Spielberg puisqu'elle a travaillé sur plusieurs de ses films dans les années 90 et 2000, résumait AI de cette manière. C'est l'interprétation de Spielberg de ce que Kubrick essayait de faire. Pour elle, il y a un peu des deux dans chaque chose qu'on entend et qu'on voit. Elle disait que c'était un Spielberg tordu ou un Kubrick tendre, et c'est pour ça qu'elle s'amusait à dire que c'était un film de Steve Lee Kuberg, pour montrer à quel point c'était le mélange des deux. À l'écran, c'est d'ailleurs visible avec le carton d'introduction, Amblin Stanley Kubrick Productions, un peu comme ce que Kubrick avait en tête, mais avec la touche de Steven Spielberg, puisque Amblin, c'est sa boîte de production, qu'il a fondée en 1981 avec Kathleen Kennedy et Frank Marshall. Spielberg s'est particulièrement plongé dans les concept art et storyboards, quitte à changer ses habitudes de préparation. Dès que c'était possible, il voulait faire les plans que Kubrick avait imaginés, et c'était souvent très simple, puisqu'il lui avait laissé des tonnes d'informations à ce sujet. Il a à son tour envisagé de faire construire un enfant robot comme Kubrick l'avait
tenter. Le grand Stan Winston qui avait travaillé sur Jurassic Park était même partant, mais Spielberg a très vite abandonné en découvrant Haley Joel Osment, révélée dans Sixième Sens, un film notamment produit par ses potes Kathleen Kennedy et Frank Marshall. En 1999, il a engagé l'acteur alors qu'il avait 11 ans. Et pour créer l'étrangeté de ce robot, il a simplement utilisé le maquillage et quelques petits trucs comme le fait qu'il ne cligne pas des yeux, et surtout, il a utilisé le talent extraordinaire du jeune comédien. Néanmoins, Stan Winston avait d'autres défis, à commencer par Teddy, le nounours robot. Alors dans certains plans, il est complètement numérique, mais c'était sinon une vraie marionnette qui pesait apparemment dans les 30 kilos, et qui avait plus de parties mobiles que le T-Rex de Jurassic Park. C'est l'acteur Jack Angel qui prête sa voix à Teddy et il avait une direction, faire une voix à la bourriquée de Winnie l'ourson, mais en plus sage. Il a enregistré toutes ses répliques avant le tournage et Spielberg l'a quand même fait venir sur le plateau pour qu'il puisse ajouter des choses et jouer face à Haley Joel Osment. Au-delà de rendre hommage au grand Kubrick, Spielberg voulait une chose, partager cette histoire qu'il adorait avec le monde parce que pour lui vraiment le monde méritait d'entendre cette histoire de Kubrick. Et il l'a fait quitte à disparaître un peu lui aussi derrière Kubrick. Et c'était pas si simple apparemment parce que pour respecter les souhaits de Kubrick, qui étaient très secrets et très parano donc, Spielberg a fermé au maximum le plateau de tournage et a protégé au maximum le scénario. Il plaisantait en disant que c'était une manière de s'assurer que le cinéaste n'allait pas revenir le hanter pour se venger. Mais du coup, l'expérience lui a semblé très solitaire avec peu de visites et de vie sur le plateau, si ce n'était la présence symbolique de Stanley Kubrick. Jude Law raconte que c'était bien sûr le film de Spielberg, mais qu'il parlait de Kubrick chaque jour sur le tournage. Et c'est sûrement pour ça aussi qu'il a enchaîné si rapidement avec Minority Report, qu'il avait quasiment entièrement tourné avant même que AI sorte au cinéma. Spielberg avait après ça besoin de respirer un grand coup avec un film normal. Après, vous dites peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui font très Spielberg dans AI. L'importance de la famille cassée, l'enfant abandonné, l'amitié avec Teddy le nounours robot. En gros, tout ce qui est sentimental, ça viendrait de Spielberg et tout ce qui est philosophique et conceptuel, ce serait de Kubrick. Mais justement, c'est là que c'est très amusant et très intéressant parce que pas mal de choses qui ont été considérées comme venant de Spielberg venaient en réalité de Kubrick. Spielberg l'a confirmé, le personnage et le nom de Teddy, ça vient de Kubrick. Les 40 premières minutes dans la maison avec David qui est accueilli dans la famille, c'est Kubrick. Et surtout, les 20 dernières minutes du film avec les robots dans le futur et les retrouvailles avec sa mère, c'est donc Kubrick. Et même le design des robots à la fin, c'est Kubrick. Spielberg a repris mot pour mot ce qu'il avait prévu et le scénariste Ian Watson l'a confirmé. En revanche, toute la partie du milieu, notamment la flèche fer cauchemardesque, c'est Spielberg. On peut d'ailleurs mentionner que Brian Aldiss, l'auteur de la nouvelle à l'origine de tout ça, avait donné son avis en 2001 à la sortie du film. Il estimait que Spielberg avait un petit peu adouci quand même la vision de Kubrick et qu'il n'avait pas réussi à régler le problème d'origine, c'est-à-dire la manière de connecter les différents segments du film. Il était resté courtois disant que le studio et Spielberg avaient été très respectueux envers lui, mais il avait dit, et je cite, qu'il aurait tout de même aimé voir un réalisateur français s'emparer de l'histoire pour la raconter comme il le voulait, c'est-à-dire comme un drame psychologique et intime. Donc je vous laisse imaginer AI avec Isabelle Huppert et François Cluzet. Tu te fous de ma gueule. À la sortie du film, le très gentil Spielberg semblait quand même un peu agacé par les réactions et surtout les fausses certitudes sur Kubrick et lui. Il disait que 80% des critiques s'étaient trompés en prétendant savoir qui avait fait quoi dans le film et en analysant tout de travers pour justifier les qualités et surtout les défauts de ce film assez mal accueilli à l'époque. Pour faire simple, Spielberg avait été accusé d'avoir adouci l'histoire et ajouté tout ce qui était trop sentimental et des gens étaient apparemment persuadés que Kubrick aurait conclu le film avec David au fond de l'océan devant la fée bleue à laquelle d'ailleurs Meryl Streep prête sa voix si vous étiez passé à côté. Et ces gens pensaient que Spielberg avait rajouté la dernière partie dans le futur, ce qui est donc totalement faux. Spielberg disait néanmoins qu'il comprenait que tant de gens aient pensé ça, vu sa filmographie. Mais il expliquait que c'était précisément pour ça que Kubrick voulait que lui réalise le film à sa place. C'était proche de sa sensibilité, et même si Kubrick avait imaginé tout le projet, il sentait qu'il n'était pas forcément la bonne personne pour le concrétiser. En tout cas, le beau-frère et producteur de Kubrick, Ian Harlan, a affirmé haut et fort qu'il aurait adoré AI parce que c'est ce qu'il voulait, un film de Spielberg. Et moi j'ai envie de citer le personnage de William Hurt qui dit au début du film « Je propose qu'on construise un robot qui peut aimer ». Est-ce que ça résume pas d'une certaine manière assez parfaitement AI? Si on considère, pour caricaturer, que Kubrick représente la mécanique parfaite et froide, et que Spielberg c'est le cœur et ses sentiments, est-ce que David ne devient pas presque littéralement l'enfant des deux cinéastes, celui qui a pris le meilleur de ses pairs pour atteindre quelque chose qui les dépasse? Et c'est d'autant plus intéressant qu'au début du film, quelqu'un s'interroge sur la responsabilité morale vis-à-vis d'une telle création et se demande qui pourra aimer vraiment, sincèrement, cette chose bizarre et contre nature? Quand on sait à quel point AI a été rejeté et incompris à sa sortie, je trouve que c'est assez amusant. Bon après honnêtement, la bataille est-ce que c'est le film de Spielberg ou de Kubrick n'a jamais été vraiment si importante à mes yeux. Je trouve que l'histoire en coulisses est vraiment passionnante et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, promis on m'a pas forcé, mais quand j'ai découvert AI, je m'en fichais un peu de tout ça. J'étais assez jeune et j'ai simplement vu un film bizarre.
obscur, déstabilisant, qui ne cessait de prendre des chemins inattendus, quitte à me frustrer. AI fait partie de ces films que j'ai pas trop aimé la première fois, mais d'une manière tellement étrange et impossible à définir que j'ai eu envie d'y revenir encore et encore, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand que ce que j'y avais perçu. Je sentais qu'il y avait comme une énigme à percer et que je devais y replonger pour trouver les clés. Je l'ai donc revu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à ce stade j'ai arrêté de compter. C'est un film, mais j'ai l'impression en réalité d'en vivre 2 ou 3 tellement il est riche. Alors je sais pas si j'ai vraiment réussi à résoudre le mystère, mais une chose est sûre, c'est devenu l'un de mes films de science-fiction préférés, l'un de mes Spielberg préférés, et je peux le dire aussi, l'un de mes Kubrick préférés. Étant donné que le film est divisé en plusieurs segments, je pourrais presque dire que j'aime spécifiquement les idées de Kubrick et de Spielberg selon les scènes. Et je trouve ça fascinant de voir à quel point le film se métamorphose. J'aime énormément la première partie avec David dans la famille et la manière tragique dont il est adopté, aimé puis rejeté, ça c'est Kubrick. Et j'aime beaucoup le milieu avec la flèche fer, la foire à la chair infernale, quand le film bascule quasiment dans une espèce de cauchemar aux accents Mad Max, et ça c'est Spielberg. S'il y a bien une scène que je trouve absolument géniale, c'est justement celle où AI bascule. Je parle du moment où David est perdu dans la forêt et tombe sur une décharge qui est en réalité un cimetière de robots. Le décor, la nuit, le camion poubelle, les silhouettes qui apparaissent d'un coup, les visions de ces robots cassés qui cherchent des pièces détachées comme des sans-abri chercheraient de la nourriture, et ce petit garçon, David, immobile au milieu avec son ours, c'est vraiment la rencontre entre la candeur d'un conte de fées et l'horreur d'une fable de science-fiction. Et puis il y a ce moment incroyable où la musique de John Williams commence à s'emballer lorsque la lune apparaît au-delà de la colline où se trouve Dicolo Joe, sauf que ce n'est pas la lune, c'est un dirigeable qui vient pour capturer les robots. Et pendant un instant, on est entre l'horreur et le merveilleux. Et d'ailleurs, on n'est pas loin de la guerre des mondes en fait, Sauf que là, les aliens tueurs sont des humains chasseurs. D'ailleurs, sachez que dans les scènes de la flèche fer, des robots démembrés sont joués par des personnes amputées et pas mal de techniciens apparaissent à l'écran pour mieux gérer directement les marionnettes et les mécanismes dans les scènes sans que ça se voie. Voilà, c'était l'anecdote à ressortir en apéro pour impressionner. Ce qu'on peut aussi associer à Spielberg, c'est le travail de 2 artistes incontournables dans sa carrière, le directeur de la photographie Janusz Kaminski et le compositeur John Williams. D'ailleurs, sachez que le musicien a lui aussi respecté les vœux de Kubrick qui avait mentionné dans ses nombreuses notes qu'il voulait le Chevalier à la rose de Richard Strauss. Donc, John Williams l'a cité dans un morceau de la BO. AI fait partie de ces films qui me chamboulent pas mal parce qu'il semble viser quelque chose de plus grand que le cinéma pour toucher du bout des doigts des notions vertigineuses, oui un peu comme Cloud Atlas et Contact dont j'ai parlé avec amour sur écran large. Les questions ici, c'est des choses comme ça veut dire quoi exactement être un humain, avoir des émotions et aimer quelqu'un. Est-ce qu'on existe uniquement pour et par les autres? Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une raison d'exister et s'y accrocher jusqu'à la fin, jusqu'à s'y perdre et jusqu'à s'y oublier? Alors oui, dit comme ça, c'est sûr que ça peut sembler très neuneux et ça aurait pu l'être. Et c'est pour cette raison que j'adore la science-fiction. Ça ajoute une sorte de distance pour regarder tout ça de plus loin et paradoxalement, ça permet de mieux voir les choses. Là, on a des humains qui créent des robots pour combler le vide laissé par d'autres humains dans un monde qui se meurt. Puis, on a un robot créé pour aimer réellement, sincèrement, comme si c'était une manière de chercher à définir l'indéfinissable. Et comme le dit le personnage de William Hurt au début, Dieu n'a-t-il pas créé Adam pour être aimé? David est donc créé pour aimer, comme on le voit avec Monica, qui fond en larmes lorsqu'il l'appelle maman. Mais le besoin d'amour de David est comme lui, infini, éternel, et le vide laissé par sa mère d'adoption est tellement grand qu'il va attendre jusqu'à la fin des temps, sachant que rien ne pourra jamais le satisfaire. Il a en gros été programmé pour ce grand malheur existentiel. Que ce soit au niveau purement humain avec l'histoire d'un enfant abandonné, ou au niveau de la science-fiction avec un robot programmé pour ressentir la plus grande des solitudes, je trouve que c'est bouleversant. C'est notamment la dernière partie du film qui se déroule des milliers d'années dans le futur qui me hante le plus. Déjà parce que lorsque j'ai découvert ce film, j'ai pas vraiment compris. J'ai aussitôt imaginé que ces robots super évolués, c'était des aliens, bon sûrement parce que je suis un peu obsédé par les aliens. Mais au-delà de ça, ce qui me hante vraiment, c'est la vision de cette planète Terre gelée, morte, vidée de tous les humains. Les robots ont survécu à leur créateur, et tout ça est tellement loin qu'ils ont maintenant le besoin de chercher des informations sur leurs propres parents. Autrement dit, on a des robots archéologues qui essayent de comprendre ce que ça veut dire d'être un humain. Et c'est là qu'ils tombent sur un petit robot qui croyait être un humain, et qui attend depuis l'éternité une seule chose, une toute petite miette d'amour, même si ça n'est qu'un rêve. Et quand le film se termine, il reste quoi? Bah rien, le néant. David ferme les yeux, s'éteint avec sa mère, et c'était peut-être ça le tout dernier vestige d'humanité sur Terre. Les rêves d'un petit robot qui pensait tellement être un enfant qu'il l'est devenu, pour nous, pour les robots, et pour l'histoire de notre espèce. Alors je sais pas si c'est une fin absolument tragique qui donne envie de se pendre, ou une petite étincelle de douceur dans le futur glacial, mais dans tous les cas, cette fin, je la trouve fantastique et je pense qu'elle aura toujours une petite place très spéciale dans mon petit cœur.
Bon, en tout cas, ça c'est mon avis parce que de toute évidence, pas grand monde ne pensait comme moi. À l'époque, le film s'est planté. AI est sorti en 2001, l'année du premier Harry Potter, du premier Le Seigneur des Anneaux, du premier Shrek et du troisième Jurassic Park. Il est sorti en juin, à la même période que le premier Fast and Furious, que Lara Croft Tomb Raider, que Scary Movie 2 et La Revanche d'une Blonde, et très vite, il a été écrasé par tous ces films et s'est royalement planté au box-office. Il a coûté environ 100 millions de dollars hors marketing et il a encaissé dans les 235 millions en salle. Pour vous donner une idée et pour pleurer, c'est moins que le premier film Tomb Raider ou le premier Bridget Jones. Et non, ça ne veut pas dire que le studio a gagné 135 millions, hein. Ça c'est pas comme ça que ça marche. Une partie des recettes revient aux salles de cinéma, et ce pourcentage dépend des territoires. C'est en Amérique du Nord, à ce qu'on appelle le box-office domestique, que les studios récupèrent le plus, et c'est là que AI a fait un score très moyen, avec même pas 80 millions de dollars. En France, le film a attiré 1,5 million de spectateurs environ, alors ça peut sembler pas mal, mais en fait c'est très loin des sommets de Spielberg chez nous. 7,8 millions d'entrées pour E.T. et plus de 6 millions pour Jurassic Park, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Les Dents de la Mer et Indiana Jones et la Dernière Croisade. Le score de AI se situe autour de ceux de La Couleur pourpre, Pentagon Papers et Empire du Soleil. Et pour replacer le film dans sa carrière en général, c'est l'un de ses plus gros budgets et l'un de ses plus petits succès dans le monde. D'ailleurs, c'est le plus petit score de tous ces films de science-fiction. Ready Player One, par exemple, il avait coûté plus cher, pas loin de 170 millions, mais il a encaissé 2,5 fois plus au box-office. Et Rencontre du troisième type, qui à l'époque avait coûté seulement 20 millions de dollars, avait fait quasiment 290 millions au box-office en 1977. AI est donc le vilain petit canard de la science-fiction chez Spielberg. Un an après, Minority Report sortait au cinéma, et dans la foulée, on avait aussi Arrête-moi si tu peux. Entre son échec au box-office en 2001 et le succès des deux Spielberg suivants en 2002, AI a été relativement oublié. Mais ça a peut-être joué en sa faveur au final, parce que, un peu comme David, il a été mal aimé dans la famille des films de Spielberg. Et un peu comme les mechas à la fin du film, plein de gens ont essayé de comprendre ce qui s'était passé et quelle était la véritable nature de ce film un peu spécial. En tout cas, moi, c'est ce que je continue à essayer de faire en le revoyant régulièrement. Et il y a un autre petit truc magique auquel j'aime bien penser. Finalement, je trouve que AI marche plutôt bien en miroir avec Eyes Wide Shut, le dernier film de Kubrick. Ok, a priori, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Eyes Wide Shut, c'est l'histoire d'un couple dont le désir s'étiole, avec un mari qui est rongé par la jalousie, et AI, c'est l'histoire d'un enfant robot qui cherche l'amour de parents. Mais justement, il y a quelque chose d'intéressant dans cette opposition. Par exemple, d'un côté, on a une histoire sur du sexe où les enfants sont quasiment hors champ, et où il n'est question que de désir puisque l'amour est déjà gagné et fait partie des meubles. Et de l'autre, on a une histoire d'enfant où le sexe n'existe quasiment pas, et où tout est question d'amour puisqu'il n'est ni acquis ni compris. Des deux côtés, les corps ressemblent à des pantins, ballottés d'une aventure à une autre, que ce soit dans un manoir à Partouze ou dans une foire au démembrement à la Mad Max. Mais dans les deux cas, il est question du pouvoir potentiellement destructeur de l'imaginaire et de l'obsession, que ce soit dans les fantasmes d'un mari malade de jalousie ou dans les rêves d'un enfant robot qui veut devenir humain et qui va s'accrocher à ça pendant des millénaires. Eyes Wide Shut, ça veut dire les yeux grands fermés. C'est pour moi l'un des plus beaux titres du monde et c'est justement sur ça que se termine AI. Les yeux grands fermés d'un robot qui s'éteint dans l'obscurité d'un futur vide et sans vie, dans l'illusion réconfortante de l'amour d'une mère, d'une vie et d'un monde qui n'existe plus. À la fin de AI, c'est presque l'histoire de l'humanité tout entière qui s'arrête lorsque David ferme ses yeux. Donc en fait, AI aurait pu s'appeler Eyes Wide Shut, ou plutôt AI Wide Shut. Alors oui, je sais, je vais sûrement un peu loin, mais si vous aimez les gens qui délirent devant la beauté du cinéma, vous pouvez aller voir ma vidéo Déclaration d'amour à Cloud Atlas, un autre grand film avec des humains et des non-humains qui s'interrogent sur l'existence et la solitude à travers le temps. En attendant ma prochaine vidéo sur un autre grand film de SF dépressif comme Solaris par exemple, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt.